c'est David Mener, je suis le directeur de l'ARIAC. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour un séminaire qui est particulier parce qu'il tient compte de plusieurs approches qui sont chères à l'ARIAC. Donc, ce séminaire va se dérouler en plusieurs temps. Monsieur Bernard Millian, qui est le directeur général de Demon Driving Technology Europe, va nous permettre d'exposer la méthodologie DDMRP et nous partager son retour d'expérience par rapport à son expertise qui date déjà de plusieurs années. C'est une chance pour nous, durant une première demi-heure, de pouvoir échanger avec lui sur cette approche très passionnante, en tout cas, que nous avons jugé très passionnante à l'ARIAC. Et dans un second temps, on a le plaisir d'avoir un retour d'expérience de l'entreprise Stroman. Donc, merci à M. Fromentel et M. Deneux d'être présents avec nous pour ce retour d'expérience durant une deuxième demi-heure. Comme vous l'avez vu dans l'inscription, donc il y a 1h30 qui est consacrée sur cette thématique. Donc, M. Bernard Millian, une première demi-heure. Ensuite, parole à l'entreprise Stroman. On vous partagera l'espace de quelques secondes ce qui va être fait en termes de formation à l'ARIAC dans ce domaine. Et le dernier temps, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de réseauter sur cette thématique. Donc, on a jugé nécessaire d'allouer 25 minutes environ pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous aurez, soit des interrogations auprès de M. Millian, soit des interrogations auprès du retour d'expérience de Stroman. Pour ce faire, dans l'interface Zoom, on aime utiliser, en tout cas depuis qu'on fait beaucoup de formations en Covid, on aime utiliser le forum de discussion. Donc, il y a un système de chat, de discussion que nous utiliserons pour remonter les questions. Et le rôle de l'ARIAC aujourd'hui, il est relativement simple. C'est de jouer le rôle de modérateur pour que chaque personne ait le temps d'exposer et de retour à ces questions. Voilà comment va-t-on présenter durant cette 1h30. Sachez que nous enregistrons ce webinaire parce que plusieurs clients de l'ARIAC malheureusement ne pouvaient pas être présents dans ce créneau et souhaitaient quelque part pouvoir accéder à cette information plus tard. Donc, d'où point de vigilance par rapport au niveau de confidentialité des informations qui seront partagées durant cette 1h30. Je cède la parole à Bernard. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon webinaire sur ce sujet précieux qu'est le DDMRP. Bernard, à toi. Merci pour cette introduction. Alors, j'entends qu'il y a des gens qui arrivent encore et qui nous rejoignent. Donc, merci David pour cette introduction. Merci aussi à Eric et Julien de l'équipe Stroman à Villeray qui vont partager leur retour d'expérience. Et puis, bien sûr, merci à vous tous pour votre intérêt aujourd'hui sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la méthodologie DDMRP ou le modèle Demand Driven au sens large. Et ce que l'on peut en faire. Donc, je vais commencer. Alors, moi, je m'appelle Bernard Millian, comme David a introduit. J'ai un passé de 35 ans en supply chain, on peut le dire aujourd'hui. J'ai démarré ma carrière en 85 et j'ai toujours travaillé en supply chain management, essentiellement pendant une trentaine d'années de manière opérationnelle, donc en responsabilité supply chain dans différentes entreprises. Et depuis 2014 maintenant, alors en 2014, j'ai découvert la méthodologie des DMRP. Je m'y suis intéressé et j'ai fait partie des premiers acteurs en Europe et en France en particulier à introduire la méthodologie, à mettre en œuvre les formations
du Demon Driven Institute. Donc, je suis formateur du Demon Driven Institute. Et donc, en tant que tel, j'ai accompagné un certain nombre d'entreprises, à la fois sur leur plan de formation, mais aussi sur les projets de mise en œuvre de transformation Demon Driven. Alors, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit lors de cette présentation. La prochaine demi-heure, donc, je vais partager quelques principes de base. Peut-être si certains d'entre vous ont commencé à s'intéresser à la méthodologie, vous avez peut-être déjà vu les slides que je vais vous montrer. Il y en a un certain nombre qui sont accessibles en ligne, partageables en ligne. Comme je ne sais pas trop quelles sont les connaissances de départ de l'ensemble d'entre vous, ça sera peut-être un petit peu une introduction de base. Et à partir de là, on va pouvoir élaborer et discuter de manière concrète à quoi ça ressemble et sur les aspects concrets, on peut faire confiance à Eric et Julien pour nous en dire plus. Alors, est-ce que ça marche si je clique? Voilà. Donc, je vais partager quelques slides qui ont été développés par le Demon Driven Institute. Le Demon Driven Institute, c'est un think tank, on va dire, qui est aujourd'hui affilié à l'ASCM, qui est l'organisation qui a pris le relais de l'APIX. C'est l'APIX, si vous voulez moderniser, pour ceux qui connaissent l'APIX, qui a développé depuis les années 60-70 les bonnes pratiques en supply chain management aux États-Unis et de par le monde. Le Demon Driven Institute a été cofondé par Carol Ptak, qui est une ancienne vice-présidente de l'APIX, et Chad Smith. Et ils ont développé, promu, mis en avant une méthodologie qu'on appelle maintenant DDMRP, qui a fait l'objet d'un certain nombre de publications. Et leur cœur de métier, le Demon Driven Institute, c'est de développer des formations pour exposer la méthodologie, la faire comprendre et faire en sorte que des entreprises l'adoptent pour s'adapter à un environnement qui est de plus en plus instable. On parle de VUCA, on va en reparler un petit peu plus tard. Force est de constater qu'aujourd'hui, les entreprises évoluent dans des environnements qui changent très rapidement. Et on a eu des situations exacerbées de ce point de vue-là en 2020 et on continue en 2021 avec la pandémie. Le dernier épisode en date de l'Evergiven dans le canal de Suez est aussi un exemple de ce qui peut se passer comme développement dans des supply chains qui sont de plus en plus volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. Alors, on va revenir un petit peu aux sources de comment est-ce qu'aujourd'hui la grande majorité des entreprises gèrent leur supply chain. Et la grande majorité des entreprises utilisent au sein de leur système d'information, au sein de leur système MRP, une logique de pilotage qui s'appelle MRP, calcul de besoins nets, Material Requirements Planning, qui a été en fait introduite, développée dans la logique. La logique a été développée dans les années, fin des années 50, début des années 60. Et cette méthodologie progressivement a pénétré l'ensemble des entreprises. C'était une méthodologie qui apportait qui tirait parti du fait qu'avec l'avènement des ordinateurs dans les années 60, 70, 80, on commençait à avoir des puissances de calcul qui permettaient de faire des choses plus sophistiquées que ce que l'on faisait avant. Et en particulier, ce que MRP a permis d'introduire, c'est d'utiliser des nomenclatures, donc les structures décrivant les produits, ainsi que des cadencements dans le temps, en utilisant les possibilités
des ordinateurs de manière à calculer des besoins de composants pour pouvoir fabriquer des produits finis. Donc typiquement, c'est ce qu'a apporté MRP par rapport à des systèmes auparavant, avant MRP. Et moi j'ai connu ça au début de ma carrière en 85 dans les premières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Il n'y avait pas encore de système MRP. On faisait des suivis de consommation sur les différents articles qu'on approvisionnait. On notait tout ça sur des fiches Cardex cartonnées et puis on essayait de projeter les besoins à venir. Clairement, l'avènement du MRP a permis de moderniser tout ça en permettant de faire de la planification jalonnée dans le temps, de faire des calculs de besoins niveau par niveau en tenant en compte les complexités de produits et les nomenclatures. Et puis aussi en introduisant une notion qui était la notion de demande dépendante, c'est-à-dire que quand j'ai des composants qui font partie de produits finis, je peux calculer le besoin de ces composants et en fait, je ne vais avoir besoin que de me concentrer sur les projections de besoins de mes produits finis et tout le reste en dessous va être déduit de mes calculs de besoins, enfin de mes prévisions de besoins sur des produits finis. En 1975, la méthodologie MRP a été mise dans le domaine public au travers de ce bouquin que vous voyez à gauche, qui est écrit par Joe Harlicki. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce bouquin était sponsorisé par IBM qui souhaitait profiter de la mise dans le domaine public de la méthodologie pour vendre des ordinateurs pour permettre de la faire tourner. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en 1975, il y avait 700 entreprises de par le monde qui utilisaient cette méthodologie-là, qui était alors tout à fait nouvelle. Aujourd'hui, ce sont potentiellement toutes les entreprises de par le monde qui ont un moteur MRP au sein de leur ERP et donc qui sont censés utiliser une logique de planification formelle qui est basée sur la méthodologie MRP, MRP2 qui a été codifiée, développée notamment dans le contexte de l'APIX. Donc, si vous êtes dans ce moule-là, entre guillemets, vous faites un plan industriel et commercial en SNOP, vous faites un MPS, un programme directeur de production, un MRP, des calculs de besoins, vous suivez l'activité sur le terrain, etc. Tout ça a été codifié dans ces années-là et en fait, depuis, le modèle n'a pas réellement changé. Moi, j'ai appris la méthodologie à la fin des années 80 et la manière dont on l'apprend aujourd'hui reste la même chose. Le MRP2 est articulé de la même manière. Ceci dit, ce que l'on constate au fil des années, c'est que ce système de fonctionnement formel, dans la plupart des entreprises, ne fonctionne pas réellement tel qu'on l'attendrait. On a beaucoup de planificateurs qui n'ont pas nécessairement confiance dans les résultats du système et qui vont développer un certain nombre de logiques complémentaires au travers de tableurs, de bases. Alors à l'époque, c'était des bases Access, maintenant c'est tombé un peu en désuétude, mais d'un certain nombre de logiques que l'on va créer à côté du système formel de planification pour combler, non pas pour se faire plaisir, parce qu'en fait, les approvisionneurs et planificateurs dans les entreprises ne font pas ça pour se faire plaisir, mais simplement parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à gérer correctement leur logique métier avec les systèmes formels de planification qui peuvent être câblés dans l'ERP. Alors c'est un peu blanc-noir ce que je vous dis, il y a toutes les gradations intermédiaires dans la vraie vie, mais force est de constater qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, si on débranchait les licences Excel ou Google Sheet, on aurait du mal à faire fonctionner la planification et les processus de décision. Une des raisons pour lesquelles les systèmes formels de planification aujourd'hui atteignent leurs limites, c'est aussi que l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel les entreprises évoluent aujourd'hui, est très très différent de celui qui était la normalité dans les années 65 ou 75, quand MRP a été mis en œuvre, conçu et déployé.
Les supply chains étaient beaucoup moins longues qu'aujourd'hui, beaucoup moins globalisées. Tout le mouvement d'externalisation ou de déplacement vers des pays low cost, vers l'Asie, etc., a eu lieu dans les années 80, 90, 2000. Ça a créé une complexité et une longueur des supply chains bien plus importante que celle qui préexistait, ne serait-ce que dans les années 80, où on a provisionné beaucoup de produits à proximité. Les portefeuilles de produits n'arrêtent pas de se complexifier. Il y a de plus en plus même de personnalisation, où quand on achète sa voiture, on va choisir la couleur des rétroviseurs et du toit. De plus en plus de variétés de produits. Un exemple que je prends couramment, c'est l'exemple de Danette, qui est donc une crème dessert qui est, je crois que la Danette a dû être éditée en 70, et c'était une crème dessert chocolat. En 78, 8 ans après, Danone avait rajouté vanille et caramel. Et aujourd'hui, si vous regardez, vous avez une quarantaine de variantes de Danette diverses et variées, dont parfois des saveurs qui vont être sur les étagères seulement pendant 2-3 mois. Donc, on a vraiment changé d'univers. Et la réalité, quand on change d'univers de cette manière-là et qu'on est dans un univers de plus en plus globalisé, avec beaucoup de nouveaux produits, avec des portefeuilles produits beaucoup plus complexes, etc., c'est que une des bases de la méthodologie de planification formelle de MRP, c'est qu'on calcule des besoins dépendants à partir de besoins sur des produits finis qui eux-mêmes sont issus de prévisions. Mais plus vous avez des portefeuilles de produits qui sont complexes, plus vous avez des chaînes qui sont longues, plus vous avez de risques, plus ça veut dire que et de compétition aussi, plus ça veut dire que vos prévisions, moins ça veut dire que vos prévisions vont être fiables. Et ça va être de plus en plus difficile de pouvoir générer des prévisions fiables et de pouvoir se baser exclusivement sur un processus de prévision pour piloter nos supply chains. Il faut bien se rendre à l'évidence, on a des prévisions, mais la réalité serait différente, donc il faut être à même de savoir réagir avec agilité à une réalité différente des prévisions. Alors, désolé, a priori, il y a quelques latences dans les animations ici. Qu'est-ce que ça veut dire en général quand on a des chaînes longues qui sont complexes et basées sur des prévisions? Alors, si on part du principe, du postulat que d'une part les prévisions, par définition, sont fausses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais on sait que la réalité sera différente. Que plus les prévisions sont lointaines dans le temps, plus elles vont être fausses et plus elles vont être détaillées, par exemple à un niveau code article plutôt qu'à un niveau famille, plus elles vont être fausses. Ça veut dire que si on veut pouvoir réagir à un environnement changeant en étant moins dépendant de prévisions, il faut qu'on mette quelque part des points de découplage, il faut qu'on mette quelque part des positions de stock dans nos supply chains et qu'on pilote ces positions de stock de manière à adapter au fil de l'eau la réponse à la demande réelle du client en étant le moins possible dépendant de la fiabilité des prévisions. Et le formalisme du MRP n'est pas vraiment conçu pour ça. Il était davantage conçu pour une fabrication à la commande finalement, où on a le temps dans le délai cumulé de réalisation d'un ensemble de répondre à la demande, plutôt que pour les chaînes de produits diversifiés auxquelles on répond aujourd'hui. Alors, un petit point sur les stocks. Les stocks, on a toujours une attitude un peu ambivalente par rapport aux stocks, parce que si on se réfère au lean, c'est pas tout à fait vrai ce que je vais dire, mais si on se réfère au lean, on va dire le stock est un muda. Le stock n'apporte pas de la valeur. Effectivement, si vous regardez une palette qui est sur une étagère dans un magasin,
va prendre la poussière, mais ne va pas apporter en tant que telle de la valeur. En réalité, ce que nous disaient les pairs du système de production Toyota, c'est pas vraiment que le stock est un gaspillage ou un MUDA, c'est que le surstock est un gaspillage. Par contre, on a besoin de stock pour actionner du flux. Si vous n'avez pas de stock, par exemple, si vous voulez faire une recette ce soir et que vous avez besoin de lait, vous allez à la supérette en bas de chez vous et vous allez acheter une brique de lait. Le stock de briques de lait qui était sur l'étagère jusqu'à ce que vous rentriez dans le magasin n'apportait aucune valeur, mais par contre, au moment où vous en faites l'acquisition, ce stock-là vous a apporté de la valeur puisqu'il vous permet derrière de faire votre recette et d'atteindre vos objectifs. Donc, ce que l'on est en train de dire, c'est que dans la gestion de stock, on a besoin d'un certain stock dans une certaine plage de fonctionnement. On ne veut ni trop peu de stock, parce que si on a trop de stock, on va risquer des obsolètes, des destructions peut-être parce qu'on va atteindre des dates de péremption, etc. Si on a trop peu, ben on va générer des ruptures, on va peut-être générer des urgences. Plutôt que d'approvisionner par conteneur maritime, on va approvisionner par avion. Donc les deux extrêmes, trop et trop peu, sont les deux extrêmes que l'on veut éviter. Et il doit y avoir entre ces deux extrêmes, trop et trop peu, une plage idéale, une plage optimale, dans laquelle on va essayer de piloter. La problématique, c'est que nos systèmes ERP ne nous disent pas finalement quelle est la plage optimale. Éventuellement, ce qu'on va faire dans un système ERP, dans une logique MRP traditionnelle, on va créer un stock de sécurité ou un délai de sécurité qui va nous positionner un minimum, qui va aussi nous générer quelques dysfonctionnements, mais ça, on reviendra éventuellement plus tard dans la discussion dessus. Par contre, on ne va pas avoir un maximum, on ne va pas vraiment avoir une plage nominale de fonctionnement. C'est différent si vous êtes dans une logique de Kanban. Si vous êtes dans une logique de Kanban, de flux tiré type Kanban développé par le système de production Toyota ou le Lean, là, vous allez être davantage dans une logique où vous allez viser une plage de fonctionnement parce que vous mettez, par exemple, un certain nombre de cartes dans une boucle et donc vous savez que votre stock va évoluer peut-être entre 2 bacs et 7 bacs maximum, par exemple. Donc, dans la méthodologie des DMRP, on va définir des plages de fonctionnement. Donc, on va avoir une logique qui va nous permettre de définir des plages de fonctionnement. Et on va aussi utiliser cette logique pour mettre en place du pilotage visuel. Quand on parle des DMRP, dès qu'on s'intéresse à des DMRP, vous allez voir du rouge, du vert et du jaune. C'est tout simplement parce qu'on comprend tous ce que veut dire rouge, vert et jaune. Et donc, ça va nous parler pour prendre les décisions. Si c'est rouge, il faut qu'on prenne une action, sans doute une action plus prioritaire que si c'est jaune, et si c'est vert, tout va bien. Donc, la logique, qui est assez similaire dans l'approche à une logique de type Lean, ça va être de mettre en place un pilotage visuel de manière à faciliter l'interprétation des signaux qui viennent du système de pilotage par nos équipes pour que naturellement on vise un fonctionnement dans les plages nominales. Bien souvent, quand on démarre un projet, on constate qu'en fait, de nombreuses entreprises ont à la fois beaucoup d'articles du côté trop peu, beaucoup d'articles du côté trop, et puis finalement pas beaucoup dans la zone optimale, ne serait-ce que parce que cette zone optimale n'a pas nécessairement été définie et n'est pas nécessairement mesurée. Et en plus de ça, on a beaucoup d'instabilité dans une logique de calcul MRP où éventuellement à chaque calcul de besoin, on va avoir des articles qu'on a approvisionnés en urgence et puis qui finalement vont rester sur l'étagère parce que des besoins ont été décalés dans le temps, etc., etc. Donc, on va avoir beaucoup d'instabilité, de nervosité souvent constatée dans une logique conventionnelle. Ce qui a comme conséquence de générer des ruptures et à la fois trop de stock et trop de ruptures ou trop d'urgence. Un autre élément qui est bien connu aussi un autre phénomène qui est bien connu aussi dans la supply chain, c'est le phénomène de l'effet coup de fouet qui
qui en fait se propage dans les deux sens, qui est que si vous avez une petite fluctuation de la demande côté client, plus vous allez avoir d'acteurs dans la supply chain, plus vous allez déformer, amplifier la distorsion de cette demande. Et réciproquement, si vous avez des petits retards à certains moments d'un fournisseur en amont, ben, ça peut devenir un tsunami en aval. Juste une petite anecdote d'ailleurs au sujet de Stroman, et peut-être Eric, tu corroboreras ce que je dis, mais je me souviens que dans une des premières rencontres avec l'équipe de Stroman à Villeray, donc Stroman fabrique des implants dentaires, et dans une des premières rencontres avec l'équipe de Stroman, je me souviens qu'on avait eu des réflexions qui étaient de dire en fait, on a une demande qui fluctue énormément, ça augmente et puis ça diminue très fortement. Donc, typiquement, ce que l'on constate ici, un effet coup de fouet. Et en même temps, la supply chain de Stroman, elle alimente des dentistes. Et il est fort probable que la consommation d'implants dentaires par des dentistes ne fait pas nécessairement l'objet de grosses opérations promotionnelles, etc. C'est plutôt quelque chose qui est régulier. Est-ce que tu confirmes, Eric? Eric essaye de confirmer. Ça dépend les pays. Ça dépend. Et depuis qu'on a lancé la démarche des DMRP, ça a énormément évolué. Mais quand on a lancé la démarche, c'était le cas. Mais ça a beaucoup évolué depuis. Hein. Donc ça a calmé le jeu quand même? Écoute, ça a calmé le jeu, mais la problématique s'est amplifiée. Bon, ok. Alors je suis pas sûr que je veux tout savoir, mais tu vas nous expliquer après. Donc en fait, dans la méthodologie et dans la mise en œuvre de DDMRP, on va essayer d'atténuer ce phénomène d'effet coup de fouet en mettant en place des logiques de découplage. Alors qu'est-ce que c'est que DDMRP? C'est une logique qui a été formalisée en 2011 dans le bouquin que vous voyez en haut à droite, qui était la 3e édition du livre originel, réédition du livre originel d'Orlicki. Il y a eu d'autres publications qui ont été, j'essaie de revenir en arrière, qui ont été publiées ensuite. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Ok. Je sais pas, David, si vous pouvez revenir. Voilà, super. Merci. Donc, cette méthodologie, elle est relativement récente dans son expression actuelle. Toutefois, quand vous allez vous pencher dessus et si vous grattez un petit peu, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire à proprement parler. C'est plutôt, à mon sens, une combinaison astucieuse, outillée, harmonieuse de bonnes pratiques qui ont été développées au fil des décennies. Donc, dans DDMRP, on va utiliser la logique de calcul de besoins. On va utiliser les nomenclatures, on va cascader des besoins de niveau à niveau, etc. On va utiliser beaucoup de techniques qui viennent du Lean. Un buffer DDMRP, ce qu'on va appeler un buffer DDMRP, c'est très similaire à un Kanban dynamique électronique avec un certain nombre de particularités, de spécificités, mais c'est quand même très similaire avec une approche de recomplètement, avec un pilotage visuel, etc. Il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup d'aspects de la méthodologie qui viennent de la théorie des contraintes, donc de l'ensemble du body of knowledge qui a été développé par Eli Goldratt à partir donc l'auteur du livre Le But, dont la lecture est toujours chaudement recommandée. En particulier tout ce qui touche au pilotage de flux dans l'atelier, à la gestion des capacités, etc., est directement issu de la théorie des contraintes. Et en fait, c'est un assemblage de ces bonnes pratiques, avec des outils, des formations, donc des outils logiciels, des formations qui vont faciliter la mise en œuvre de la méthodologie en entreprise et en particulier au sein des systèmes d'information actuels. Parce que aujourd'hui, clairement, on est à l'ère du digital, on a besoin de systèmes d'information qui permettent de supporter les logiques de fonctionnement que l'on veut mettre en place.
pour avoir mis en place pendant des décennies des boucles Kanban et essayer de relier ces boucles Kanban avec des systèmes ERP, c'est pas nécessairement le plus simple. Donc en fait, ce que l'on a dans l'ensemble de la méthodologie des DMRP, c'est finalement un ensemble de solutions qui vont permettre de mettre en œuvre la méthodologie et de faciliter les transformations avec des formations adaptées, des démarches projets adaptées, des solutions logicielles. Alors, je vais aller assez rapidement sur les 5 étapes de mise en place de la méthodologie et ensuite on verra comment Stroman l'a mis en musique dans le contexte du site de Villeray et du site de Bâle. La première des étapes, quand on va mettre en place la méthodologie DDMRP, c'est de définir les positions de points de découplage de stock. Donc, on va faire un mapping des flux, une cartographie des flux, et on va se poser la question de qu'est-ce qui doit être stocké, pas stocké, d'un point de vue stratégique, à quels endroits est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre des logiques de découplage. Une fois que l'on a fait ça, on va définir avec un système à 3 zones, rouge, jaune, vert, on va définir on va dimensionner finalement ces stocks que l'on va positionner à certains endroits. Et ce dimensionnement va être dynamique dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une logique de stock de sécurité que l'on va mettre en place et que l'on va oublier pendant quelques mois et mettre à jour peut-être tous les trimestres, tous les 6 mois. On est dans une adaptation en continu parce que la demande évolue en permanence et donc nos buffers évoluent en permanence. Les étapes 1, 2, 3 que vous voyez ici sur ce schéma ressemblent un peu à établir une cartographie cible dans une logique lean. C'est-à-dire je fais par rapport à la cartographie actuelle des flux, je définis mon modèle de pilotage cible, ma VSM cible. Ce sont les 3 premières étapes. Et lorsqu'on a mis en œuvre ce modèle, lorsqu'on a construit ce modèle, on va l'utiliser au quotidien pour d'une part déclencher des ordres d'achat, des ordres de fabrication, des ordres de distribution et par ailleurs gérer les priorités relatives sur les ordres existants dans le système parce qu'à tout moment, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais à Villeray, il doit y avoir quelques centaines d'ordres de fabrication en cours à l'instant T. Et parmi ceux-ci, il y en a certains qui vont être plus prioritaires que d'autres, par exemple. Donc, la première des étapes, on va définir où est-ce qu'on positionne des stocks. Et quand on va positionner un stock à un endroit, on va considérer ce positionnement de stock comme un investissement pour réduire les délais et découpler, stabiliser la supply chain de part et d'autre. Deuxième étape, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une logique tout dépendante, qui est la logique de base du MRP, où je vais avoir des ordres dépendants des niveaux supérieurs, je vais créer des points d'indépendance et finalement des délais, ce qu'on va appeler un délai découplé, des délais indépendants qui vont permettre d'articuler et d'adapter la supply chain de loin en loin. Deuxième étape, on va dimensionner les buffers de stock. Donc, un buffer de stock, c'est une boucle de réapprovisionnement, c'est l'équivalent d'une boucle Kanban. Je vais avoir 3 zones, rouge, jaune et verte. Je vais dimensionner ces 3 zones, d'une part en prenant en compte les catégories d'articles. Donc, je vais faire des regroupements d'articles à délai court, à délai moyen, à délai long. Je vais aussi caractériser mes articles en fonction de leur variabilité et des articles qui sont dans une même plage de délai, dans une même plage de variabilité, je vais leur attribuer un profil de buffer commun, c'est-à-dire que je vais gérer cet ensemble d'articles de manière cohérente. Troisième étape dans la méthodologie, j'adapte au fur et à mesure les dimensions de mes zones rouge, jaune, verte et donc les dimensions de mes buffers à l'évolution de la demande, soit à l'évolution constatée avec l'évolution que l'on a pu avoir sur les dernières semaines par exemple, soit aux prévisions,
C'est-à-dire qu'on n'exclut pas d'utiliser des prévisions dans un modèle demand-driven. Simplement, on va utiliser les prévisions d'une manière différente de la manière dont on les utilise en MRP. En MRP, une prévision, on va adosser à des prévisions des ordres planifiés qui vont avoir vocation à devenir ordre ferme lorsqu'on arrive dans l'horizon de lancement. Là, on va utiliser les prévisions pour adapter les dimensionnements des boucles rouge, jaune, verte, mais ensuite, ce sont réellement des événements de consommation qui vont déclencher les réappros sur chacune de ces boucles de réapprovisionnement rouge, jaune, verte. Quatrième étape de la méthodologie, on va utiliser le modèle que l'on a mis en place pour déclencher des réappros. Pour cela, on va utiliser une équation qu'on appelle équation de flux disponible, net flow en anglais. Si cette équation de flux disponible, qui prend en compte les stocks plus les quantités en commande, moins ce qu'on appelle les besoins qualifiés, et je ne vais pas rentrer dans le détail des composantes des besoins qualifiés lors de cette présentation, si cette équation nous met en dessous du top du jaune du buffer, alors la recommandation est de recompléter le buffer jusqu'au top du vert. Donc en fait, on est vraiment dans une logique de recomplétement qui ressemble beaucoup à une logique de type Kanban. Cette logique-là aussi va nous permettre d'avoir des priorités relatives. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez des moyens qui sont partagés entre différents articles à fabriquer et que certains articles sont dans le haut du jaune alors que d'autres sont dans la zone rouge, voire dans le bas du rouge, vous allez prioriser ceux qui sont dans le rouge ou dans le bas du rouge par rapport à ceux qui sont dans le haut du jaune parce qu'il y a plus de risques de désamorcer ce flux-là sur les articles dont le flux disponible est dans le rouge. Donc on va utiliser des échelles, des gradations de priorité relatives pour prioriser nos déclenchements d'ordre de fabrication, d'ordre de distribution et d'ordre d'achat. Et enfin, on va utiliser pour la logique d'exécution ce qu'on va appeler des alertes d'exécution qui là aussi vont se baser sur finalement la santé des stocks. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins, on va pas nécessairement s'attacher à recevoir la commande fournisseur à la date à laquelle on a demandé, mais on va surveiller la santé de nos stocks et si nos stocks risquent de descendre trop bas, par exemple sur le premier ordre, et si ce premier ordre réapprovisionne un stock qui est en rouge à 27%, il va être plus prioritaire et on va essayer de l'accélérer par rapport à un ordre qui réapprovisionne une position de stock qui est en jaune à 88%. Donc on va travailler dans une logique de priorité par statut de stock plus que d'une priorité par date d'échéance parce qu'on sait qu'à partir du moment où on a émis par exemple une commande à un fournisseur, la date d'échéance qui était demandée au départ ne sera pas nécessairement le reflet de la vraie priorité à l'arrivée, dans la mesure où je vais surconsommer un peu de ça, moins consommer d'autres choses et que finalement mes risques de rupture ne sont pas nécessairement ce qu'on avait anticipé au moment de la génération des ordres. Et en faisant tout ça, si tout se passe bien, on arrive progressivement à améliorer la santé des stocks et mieux centrer la distribution des stocks sur la plage optimale, avoir moins de ruptures et avoir des stocks mieux équilibrés et souvent d'ailleurs moins de stocks. Voilà, ça c'est la théorie. La théorie, donc vous pouvez y accéder aussi avec ce livre-là qui est disponible à la fois en anglais et qui existe aussi en français. Il y a beaucoup aussi d'informations en ligne sur le site du Demand Driven Institute, ainsi que sur le site de Demand Driven Technologies avec un certain nombre d'informations complémentaires, des articles de blog, des exemples de mise en œuvre, etc. Et je vais passer tout de suite la main à Eric et Julien pour nous expliquer un petit peu l'itinéraire d'Ostroman sur le sujet, ce qui va permettre de mettre un peu plus de concret dans ce que je viens de vous présenter.
Eric? Bonjour à tous. Je pense que je dois avoir la main. Hein. Tu m'entends, Bernard, ou pas? Oui, on Je vous entend. Ok. t'entends. Il faut peut-être revenir au slide précédent. Hop. Je ne sais pas si quelqu'un peut y arriver. Voilà. Ok. Alors, très rapidement, je ne vais pas passer mon temps à parler de Stroman, mais plutôt de l'utilisation du DDMRP. Stroman, on est un groupe suisse. Le site de production dont je m'occupe est basé dans le Jura bernois, à Villeray, et le siège du groupe est basé à Bâle. Aujourd'hui, on est numéro 1 mondial dans l'implantologie dentaire. Aujourd'hui, on est également pas loin de 20 usines à travers le monde, centres de distribution, différentes marques derrière qui permettent de répondre à la demande en fonction du budget finalement des clients. Juste la petite histoire, chaque seconde, en fait, on pose un implant dentaire dans la bouche d'un patient à travers le monde. Donc, on a quelques millions d'implants vendus par année. La complexité qui est croissante, si on regarde un petit peu le chiffre d'affaires en 2013, il était de 700 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. En 2019, un petit peu supérieur à 1,2 milliard. L'année dernière, on a clôturé à 1,5 milliard. Et l'ambition, c'est d'arriver dans les 8 à 10 ans à 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez voir un petit peu une ambition assez importante, ce qui veut dire que la demande, on a vraiment du mal à la gérer. Comme Bernard le disait, par définition, une prévision, c'est faux. Et ça ne nous arrange pas du tout. Parce que finalement, la croissance, elle est tellement énorme que ça fait un peu le yo-yo. Vous imaginez bien 2020, ça a été une année catastrophique, tout simplement parce que, comme dans la plupart des sociétés, en fait, il y a eu un arrêt complet de la demande, mais par contre, un redémarrage assez brutal. Donc, je reviendrai là-dessus. Et en quoi, finalement, le DDMRP, ça nous a servi? Parce que finalement, quand on a imaginé la projection de se lancer dans des DDMRP, on n'imaginait pas pouvoir se dire l'année où on va mettre en place le DDMRP, on va le faire l'année 2020, l'année la plus critique et la plus catastrophique en termes de pilotage des flux. Vous pouvez voir également l'évolution du portefeuille de produits. En 2013, on avait aux alentours de 2000 références. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 000 références à gérer. Donc, ça devient énorme. Le nombre d'employés en 2013, on était un peu plus de 2000. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7000 employés, ce qui veut dire que la communication, le pilotage des priorités, la compréhension de la supply chain et la complexité de la supply chain est de plus en plus importante. Donc, le VUCA de ce que vous avez là, il est au cœur de notre activité de tous les jours. Finalement, la problématique, elle était la suivante. C'est simplement la supply chain avait atteint sa limite. On était arrivé, je dirais presque en obsolescence du pilotage des flux et des priorités. Derrière, on passait énormément de temps pour essayer de justifier des choses. On n'arrivait pas à piloter les bonnes priorités. Les goulots d'étranglement se dégradaient tout simplement parce que à chaque fois qu'on avait un retard, on arrêtait un flux, on redémarrait une machine, on arrêtait la machine, tout simplement pour essayer de répondre au plus vite. On était persuadés, en tout cas, les gens qui pilotaient la supply chain étaient persuadés que pour réduire les temps de passage, il fallait arrêter et réduire la taille de l'eau, mais quand on a une capacité qui est inférieure à la demande, ça n'aide pas. Et finalement, comme dans la plupart des sociétés, Excel était devenu un outil de planification, tout simplement parce que l'ERP n'arrivait pas à répondre à nos demandes et à nos attentes. Donc, ce qui voulait dire qu'en fait, il y avait un problème de communication et de confiance tout au long de la supply chain entre les acteurs terrain, planificateurs, ordonnanceurs et producteurs, tout simplement parce qu'on donnait des priorités un jour, le lendemain ou la semaine d'après, c'était complètement l'opposé, ce qui voulait dire qu'on n'arrivait plus du tout à optimiser l'utilisation des capacités. Ma réflexion ici, j'ai mis 2015, mais finalement en 2014, David, on se rappelle, j'ai fait un black belt à l'ARIAC
Et c'était la première fois où je parlais de Bullwhip Effect. Mais je n'avais pas encore les notions des DMRP. En 2015, j'ai découvert le DDMRP. J'ai suivi une formation avec Bernard. Il m'a fallu du temps pour convaincre les gens. Non pas parce que l'outil et la démarche n'étaient pas la bonne, mais tout simplement parce qu'il faut trouver le bon moment dans lequel on va se lancer dans cette aventure. Il faut trouver les bons interlocuteurs. Et peut-être quand on est dans une petite structure, la prise de décision est peut-être plus simple. Dans un groupe international, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de politique, il y a du pouvoir. Et de trouver les bonnes personnes, aligner les planètes pour lancer quelque chose, c'était assez compliqué. Donc finalement, le groupe Stromal à l'époque a racheté une société qui s'appelle Antogir, qui est une société française, une société sœur, qui, elle, était plus en amont dans sa démarche des DMRP. Et en fait, on s'est servi de ça comme levier pour pouvoir démarrer au sein du groupe. Et petit à petit, on a lancé. Donc aujourd'hui, on est déjà à 2 sociétés 2 sites dans le groupe et petit à petit, on va avancer. Donc, chose pas assez évidente, en 2019, ça a été notre année la pire dans l'histoire, tout simplement parce que c'est l'année de référence en termes de vente. Et on a commencé 2020 sur le même trend jusqu'à ce qu'arrive notre ami le Covid. Et finalement, on n'a pas baissé les bras parce qu'en septembre 2019, on a initié le lancement du projet. Et finalement, on a tenu bon durant cette année 2020. On a cependant fait un peu de chômage technique, arrêté l'usine pendant quelques semaines durant l'année. Et pour autant, on a démarré cette fameuse démarche des DMRP. Et petit à petit, on avance. Maintenant, on arrive à avoir un degré de maturité qui nous permet de regarder le système d'un cran encore plus haut en parlant de SNOP. Donc, si je reviens assez rapidement ici sur les 5 composantes clés du DDMRP, la première, c'est le positionnement. À quoi ça va nous servir? C'est tout simplement la modélisation des flux, des master data. Il faut tout simplement, lorsqu'on se lance dans cette démarche-là, bien anticiper et se dire finalement où sont les vrais problèmes. Ce n'est pas forcément dans les master data elles-mêmes, c'est plutôt sur le fait de dire j'ai un temps de passage et qu'est-ce qui me crée la problématique pour pouvoir finalement faire peut-être des phases de semi-fini et de produits finis, dans le but d'avoir une capacité à pouvoir répondre de façon un peu plus agile à la demande du marché. Donc pour ça, il a fallu faire un travail, quelques ateliers de modélisation des flux pour bien comprendre finalement lorsqu'on veut mettre un stock buffer, où est-ce que ça vaut le coup de le mettre, sachant qu'on a aujourd'hui un portefeuille de plus de 2000 références. Il a fallu segmenter ça en familles, repasser au travers de l'ensemble des différents niveaux de nomenclature, essayer de réfléchir où est-ce que c'était stratégique, pas stratégique, produit classe ABC, pour voir un petit peu en fonction de quelle est la criticité par rapport au chiffre d'affaires de pouvoir traiter tel produit ou tel produit. Donc, beaucoup de belles discussions. Et au travers de ça, ça nous a permis de donner du sens à essayer de comprendre où positionner les buffers. Et l'idée ici, c'est d'accompagner les gens à monter en compétences. Parce que l'idée, ce n'est pas uniquement d'utiliser un soft. Alors, le soft qu'on utilise, c'est R+, mais des DTEC, mais ce n'est pas ça l'intérêt, c'est simplement de se dire l'outil il est bien fait, mais si les gens ne comprennent pas en fait comment il faut modéliser les flux et piloter les buffers, en fait ça ne va pas servir à grand chose. Donc le deuxième effet, c'est une fois qu'on a compris où est-ce qu'on allait positionner ces buffers, essayer de comprendre finalement ce que c'est, à quoi ça sert, finalement définition des différentes familles de buffers et les caractéristiques par rapport aux différentes familles de produits. Alors, comment ça s'est fait? Ça s'est fait au travers d'une batterie de tests. On a classifié un certain nombre de produits par rapport à des typologies de buffers. On a fait des différents loops de tests, de modélisation pour essayer de voir finalement quels impacts stratégiques sur la supply ça allait avoir. Est-ce que ça avait du sens ou pas? Est-ce que c'était juste ou pas? Quand on se lance dans cette démarche-là, il faut juste s'attendre à ce qu'on fasse des erreurs. Et je dirais pas plus on fait d'erreurs, plus on apprend, mais finalement, c'est justifié de pouvoir faire des erreurs. Maintenant, il faut vraiment prendre le temps de se poser et essayer de comprendre. Pas toujours évident,
tout simplement parce que dans les équipes, on a des gens qui comprennent les choses peut-être un peu différemment, qui ont des compréhensions un peu différentes. Et l'idée et la stratégie pour nous, c'était de faire monter en puissance les personnes, de les rendre responsables de ce pilotage de flux et pas seulement être un utilisateur lambda d'un soft. Et puis derrière, la chose qu'on ne va pas négliger non plus, c'est la valorisation des stocks. Parce que au début du projet, on a bien dit, et on va le voir après, en fait, quelque part, on va certainement augmenter et diminuer le stock. Tout simplement, comme Bernard le disait, en fait, utiliser intelligemment le stock. C'est pas d'avoir du surstock, mais d'avoir le stock nécessaire et suffisant pour pouvoir piloter et optimiser l'ensemble des flux. La troisième étape clé, c'était finalement l'ajustement dynamique. Mon collègue qui est juste à côté peut le dire. Aujourd'hui, la clé est la voûte de tout ce qu'il y a. Si on a bien fait l'étape 1 et l'étape 2, qui reste, elle, normalement, quelque chose d'assez qui va durer dans le temps, même si on peut changer des articles au niveau de profil de buffer en fonction de l'évolution de la demande. Mais la troisième étape est l'étape clé, en fait, l'ajustement dynamique. Tout simplement, si on se réfère à ce qui est arrivé en 2020, justement avec ces montées et ces descentes. Alors pour nous, ça a été la descente aux enfers parce qu'à un moment donné, on n'arrivait plus du tout à vendre. Comme Bernard le disait, en fait, une des majorités de nos clients, ce sont des praticiens, des dentistes ou des chirurgiens dentistes. Et avec la fermeture des cabinets l'année dernière, en fait, il n'y avait plus rien à vendre vu qu'il n'y avait plus de clients. Une chose qui est à savoir, c'est que certains praticiens, dans le passé, je ne dirais pas que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais dans le passé, les praticiens ouvraient 3-4 jours par semaine. Et ça leur suffisait pour faire leur chiffre d'affaires. Et quand ils ont dû fermer complètement les cabinets, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu le chiffre d'affaires disparaître. Et lorsqu'ils ont eu l'autorisation des autorités dans les différents pays de rouvrir, en fait, au lieu d'ouvrir 3-4 jours, ils ont ouvert 5 jours, 6 jours, voire 7 jours les cabinets. Donc, en fait, la demande à laquelle on devait répondre, elle était complètement non planifiable. Et en fait, nos indicateurs de performance, c'était plus à l'époque, je me rappelle, il y a un tout petit peu plus d'une année, en fait, on avait mis en place un nouvel indicateur, c'était le nombre de cabinets ouverts par pays, ce qui nous donnait en fait le potentiel de demande en quantité de produits qui allait arriver. Donc, on regardait en fonction de l'évolution du nombre de cabinets, et là, on se préparait pour pouvoir avoir finalement une vague énorme de demandes. Et c'est ce qui s'est passé à partir du mois de juin-juillet l'année dernière, au grand boom du lancement en fait du projet des DMRP en phase utilisation. Donc, comme je disais, l'ajustement dynamique, c'est ce qu'on a dû faire l'année dernière. C'est finalement trouver les paramètres les plus pertinents en regard du passé et de l'avenir. Tout simplement parce qu'en fait, on va essayer de voir un petit peu, finalement, pour certaines familles d'articles, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut se projeter par rapport à l'évolution de la demande. Peut-être juste préciser pour la lecture, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers, la ligne noire correspond à la ligne des stocks physiques disponibles et la ligne violette, ça correspond au total des encours plus stocks, donc le flux disponible. C'est pour ça que vous voyez ces deux courbes. Et en gros, quand la ligne noire est dans la zone rouge et qu'elle n'a pas touché le zéro, ça signifie qu'on a commencé à taper dans la sécurité sans tomber en rupture physique. Donc ici, pour nous, c'était clé, en fait, l'année 2020, pour nous, au démarrage, c'était vraiment l'ajustement dynamique et les paramètres. Alors, on a un outil R+, qui est fantastique par rapport à ça. Par contre, c'est terrible. Quand on ne comprend pas du tout ce qu'il y a derrière, il faut se gratter la tête parce que le système génère des chiffres. Et derrière, pour nous, c'est d'essayer de comprendre en fait ce que ça voulait dire. Et on a embêté plus d'une fois Bernard et sa collègue Isabelle pour vraiment nous aider à dire on veut être indépendant, on veut comprendre. On a transpiré, mais on y est arrivé, on est fiers. Et moi, je suis vraiment fier des équipes derrière parce que derrière, on a créé un vrai degré d'autonomie. Et aujourd'hui, on arrive véritablement à réellement piloter la gestion des priorités. Derrière, une fois qu'on arrive à piloter cet ajustement dynamique,
il y a ce qu'on appelle la planification de la demande. C'est là où en fait, on rentre dans la vérité de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il va falloir accepter qu'en fait, le système qui pilotait la demande et la planification jusqu'à présent, qui est notre ERP, dans notre cas, c'est SAP, en fait, on se dit, en fait, il ne nous sert plus à rien, excepté de passer le flux avec de rapprovisionnement avec des ordres. Mais en gros, c'est plus du tout lui qui va piloter les prios. Et dire à un planificateur, ordonnanceur qu'il oublie ça et qu'il accepte, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais au début, c'est un peu ça. Et les gens ont la fâcheuse tendance, mais ce qui est normal, de vérifier si les résultats qu'ils ont dans SAP et les résultats du DDMRP sont les mêmes ou pas. Et forcément, il y a un décalage. Donc, en fait, les gens prennent énormément d'énergie pour essayer de démontrer quelque chose qui est extrêmement difficile à voir. Donc ici, il faut juste accepter le fait de dire maintenant, le système R+, est l'outil qui va nous déterminer les priorités et aveuglément, on va suivre cette nouvelle philosophie, je dirais presque cette nouvelle religion, parce que derrière, on a des gens de la production qui, eux, continuent à travailler avec le RP et qui ont toujours du mal à essayer de comprendre pourquoi ça réagit comme ça ou pas. Et puis finalement, on grandit par rapport à ces choses-là. Et puis, derrière, on arrive de mieux en mieux à interpréter ce qu'il y a derrière. Donc, la clé ici, c'est le partage d'expérience entre les différents acteurs. Et il y a une montée en compétences qui se fait étape par étape au travers Alors, dans notre organisation, on a le centre de distribution avec Corporate Logistique qui est à Bâle. Et là, il a fallu monter en puissance des deux côtés. Eux font la distribution, nous la production et le supply. Il a fallu qu'on comprenne, sachant qu'on a deux mondes différents. Eux, c'est la distrib pure et du rapprovisionnement, et puis nous, c'est la production. Donc là, il a fallu qu'on regarde, qu'on s'explique un petit peu nos métiers au travers du pilotage des flux. Ça a été une belle aventure humaine. On a grandi et on en est tous fiers également aujourd'hui. Et puis finalement, la dernière étape, c'est l'exécution visuelle et collaborative. C'est finalement finaliser le fonctionnement de l'interface entre le RP et R+, tout simplement parce que finalement, tous les messages partent de R+, du DDMRP. Et il faut, dans un projet, bien s'assurer que la qualité de l'interface qui est entre la solution DDMRP et le RP qu'on a, en fait, répond bien à nos attentes. Ça nous a pris du temps, mais pas autant de temps que ça finalement. En quelques semaines, c'était vite réglé. Alors, je ne dirais pas que ça dépend uniquement des programmeurs qui vont faire l'interface, mais c'est surtout la compréhension de ce que nous, on voulait exactement derrière par rapport à ça. Tu veux donner une petite explication? Oui, alors, au niveau de l'exécution, en fait, pour comprendre, dans la plupart des schémas traditionnels, on va planifier en fonction de la date d'un OF. Donc, on fait un ordonnancement généralement jalonné par l'aval ou jalonné par l'amont, peu importe votre façon de vous organiser. Là, dans le modèle, ce n'est pas la date qui drive la priorisation des ordres, c'est surtout le niveau de couverture ou pas du buffer. Pour prendre un cas concret, on prend un OF, sur un OF donné, le fait d'être critique signifie que l'on a un stock à zéro et des besoins déjà dans le retard. Quand on est rouge, donc c'est un niveau de criticité haut, ça signifie que l'on a un besoin, le stock est à zéro, on a un besoin mais qui n'est pas nécessairement dans le retard, etc. etc. Donc c'est des niveaux de statut de buffer qui permettent d'indiquer pour un ordre donné par rapport à son état d'avancement quel est le niveau d'urgence qu'on donne dessus. Par défaut, lorsqu'on lance l'ordre, on est censé être couvert par rapport à un niveau comment on appelle ça, l'équation de flux disponible, qui permet de déterminer en fait si on a un niveau d'encours normal par rapport à votre lead time. Admettons que vous ayez un lead time de 10 jours, vous avez l'équivalent de 2 semaines de besoin dans le flux disponible, vous êtes normal. Par contre, l'état d'avancement réel va être géré via les alertes d'exécution. Et c'est là en fait où ça permet de définir via un certain nombre de règles, des statuts de priorité d'OF qui nous permettent en fait de suivre l'exécution quotidienne. Alors après, c'est vrai que si vous avez beaucoup de contraintes de réglage, il est parfois nécessaire de mettre une petite couche d'ordonnancement centralisé et un peu plus fin. Donc, soit via un outil complémentaire, soit via des règles de gestion et de regroupement, mais en tout cas, ça vous permet vraiment de définir de façon très intuitive et très claire
Genre, vous avez un OF, vous savez s'il concerne un retard effectif, un retard prévisionnel, ou s'il concerne un niveau de sécurisation. Vous avez vraiment cette notion de statut disponible et de niveau de priorité qui soit très clair et très intuitive. Voilà. Merci. Finalement, là, vous avez une représentation un petit peu d'une famille de produits. Vous pouvez voir à gauche, là, c'est un petit peu une toile d'araignée. L'idée ici, c'était finalement, est-ce qu'on arrive à simplifier les flux en termes de modélisation et finalement, ça devrait aider en fait les gens qui sont aux commandes de la planif et de l'ordo de bien comprendre que finalement, il faut arriver à simplifier les flux parce que sinon, ça devient trop compliqué. Si on parle que d'exception, et ça, c'est un peu notre culture, on aime bien dire qu'on est différent, seulement, ça n'aide pas du tout dans la simplification des flux. Et là, on a dû faire justement ce travail avec Bernard et son équipe pour se dire, on va positionner et on va poser des choses en ayant l'ambition de simplifier. Parce que derrière, si on essaie de gérer que les exceptions, on n'y arrive pas. Puis finalement, ça a été difficile culturellement, mais finalement, ça a bien marché. Et merci Bernard de nous avoir poussé, de ne pas avoir lâché à ce qu'on fasse les choses de cette façon-là. Et puis finalement, une fois qu'on a bien avancé au niveau de, comment dire, de la modélisation du DDMRP, naturellement, lorsqu'on va grandir, donc là, c'est ce qu'on appelle le Demand Driven Operating Model, c'est là où on a commencé. Derrière, on en est maintenant à avancer sur le Demand Driven SNOP, où étape par étape, il faut déjà régler les choses terrain pour parler des vraies priorités, donner les bonnes cadences, avoir les bons buffers, avoir les flux, piloter véritablement en fluctuation de la demande tous les paramètres qu'il y a derrière. Et puis derrière, une fois que c'est fait, on peut s'autoriser et on doit le faire pour arriver progressivement à monter dans l'échelle de la planification, un modèle plutôt à l'échelle de l'entreprise où on va incorporer le SNOP derrière. Là, quelques exemples. Simplement, quand on a démarré le projet, ce qu'on s'est dit, c'est en fait l'objectif, ça va être, on va diminuer le stock des produits finis et on va augmenter le stock des semi-finis. Tout simplement pour avoir une flexibilité maximum et de se dire, on pourra finalement finaliser les produits le plus rapidement possible. Depuis des années, en fait, on n'y arrivait pas. Et on a dû combiner en 2020 le fait d'avoir arrêté l'usine et de se dire, même s'il n'y a plus de demande, on va monter les stocks en semi-fini, ça nous permettra de pouvoir démarrer le DDMRP. Et on pensait depuis toujours que ce n'était pas possible. Et sur une année complètement folle, finalement, on a réussi à démarrer, créer ces stocks et piloter. Aujourd'hui, on est victime de notre succès parce qu'en fait, on a bien démarré, mais on a des problèmes capacitaires. Donc là, on est en train de finaliser la construction d'une nouvelle usine qui sera disponible dans quelques mois et on va commencer à la remplir avec pas mal de nouvelles machines. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Indépendant du DDMRP, pour pouvoir vraiment gérer les bonnes priorités, il faut aussi qu'on ait les bonnes capacités. Donc à un moment donné, ce n'est pas une boîte magique qui règle tous les problèmes non plus. Le résultat finalement de tout ce qu'il y a eu, c'est évidemment un meilleur service et finalement une meilleure collaboration, tout simplement parce que en fait, on avait perdu la confiance de nos collègues de la distribution sur notre capacité à pouvoir répondre en temps et en heure aux besoins. Ce qui veut dire que finalement, on a aussi plus de visibilité parce qu'on a les bonnes priorités et on est beaucoup plus agile parce qu'on est capable de mieux piloter et de gérer les capacités. Dans une période particulière, 2020, ça a été... Je ne pensais pas que si vous m'aviez demandé quelques années avant si j'avais pu démarrer le DDMRP en 2020 en sachant ce qui allait arriver, je ne pensais pas que ça allait être possible. Mais clairement, ça a apporté beaucoup plus de sérénité. Et maintenant, on utilise, certes, je ne dis pas qu'on n'utilise plus Excel, mais on l'utilise de façon beaucoup plus intéressante parce qu'en fait, ce sont principalement des extractions qui viennent aussi du DDMRP, mais pas un outil d'analyse, c'est vraiment un outil de reporting qui nous permet de mieux comprendre finalement comment mieux piloter encore nos flux. Et puis finalement, on est dans une démarche d'amélioration continue, tout simplement parce que, en fait, plus on va de l'avant et plus on commence à avoir l'œil aiguisé pour pouvoir identifier des erreurs. Et chaque erreur
est une source d'amélioration et de progression et de montée en maturité. Et ce qui faisait peur avant, en fait, aujourd'hui, on se réjouit presque de trouver des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Donc voilà, j'en ai fini. Merci Eric. Merci. Merci beaucoup. Vous avez à l'écran, en tout cas, le thème de ce webinaire, c'était consacré au VDMRP et savoir si c'était un miracle ou une réalité. En tout cas, merci à Eric et Julien pour nous montrer à quel point c'est une réalité. Hein. Donc, 2015, je ne me souvenais plus de la date à laquelle on s'était croisés physiquement dans les locaux de l'ARIAC. Sachez que si vous souhaitez, comme Eric et Julien ont approfondi le sujet au travers d'activités de conseil, on a mis sur pied avec Bernard, en tout cas on a plaisir d'accueillir Bernard prochainement, on ne sait pas si ça sera en présentiel ou en distanciel, mais sachez que Bernard rejoint l'ARIAC en tant que partenaire pour pouvoir développer et partager sa passion du human driving. Donc les 29 et 30 juin 2021, on a planifié une première session parce que à l'ARIAC, l'important c'est de développer des compétences. Et j'espère que cette première heure vous a donné le sens à développer ces compétences. Il y aura sans doute d'autres formations à l'avenir, mais c'est comme le DDMRP, il y a plusieurs phases. On en est à la première phase. Il faut exprimer les besoins. Donc, ces formations, n'hésitez pas. Il y a une personne qui m'accompagne, qui ne se fait pas beaucoup exprimer. C'est Tonino Platzi qui est à côté de moi. C'est notre nouveau responsable des formations logistiques. Donc, si vous voulez prendre contact avec l'ARIAC pour planifier ces besoins, n'hésitez pas. En tout cas, on se réjouit de ce nouveau partenariat avec DD Tech pour pouvoir quelque part développer encore les compétences. Il nous reste une vingtaine de minutes pour pouvoir en fait profiter de nos intervenants. Ce que j'avais énoncé en introduction, je vais couper la présentation, comme ça je vais arrêter le partage. On va profiter de ces 21 dernières minutes pour échanger sur le sujet. Pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser le chat de discussion de Zoom, de façon à ce que vous puissiez exprimer vos questions. Il se peut aussi que potentiellement, les premières questions amènent déjà des réponses à d'autres questions. Donc, on va utiliser cette plateforme. Bien sûr, vous pouvez adresser vos questions soit à Bernard, soit à Eric, soit à Julien, soit à les deux. Donc, je vous invite à préparer vos questions dès à présent. Est-ce qu'on a déjà des premières questions? Pour le moment, il n'y a rien. Alors, moi, j'ai une petite question pour Bernard. Est-ce que le DDMRP, là, on a parlé de grands volumes, hein, on a parlé de Straumann et ses implants dentaires. Mais aujourd'hui, je me rappelle quand je voyais Eric en 2015, on parlait de petits volumes et grand mix de produits. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'approche des DMRP peut répondre à cette problématique de petits volumes et grande famille d'articles? Bernard. Merci pour la question. En fait, c'est une question aussi. Alors, je vais peut-être reformuler la question d'une autre manière. On a souvent la question de dire est-ce que mon entreprise est éligible? Est-ce que le modèle Demand Driven est adapté pour mon entreprise, sachant que moi je suis en make to stock, moi je suis en make to order, moi je suis en engineering to order, moi je fais du gros volume faible mix, moi je fais du low volume high mix. La réalité est que la méthodologie s'adapte et doit être adaptée à la réalité de chacune des entreprises. C'est un peu la même question que si vous posez la question, par exemple, est-ce que le Lean s'adapte à n'importe quelle entreprise? Oui, les logiques du Lean s'adaptent à toute entreprise. Ceci dit, vous n'allez pas faire du Lean de la même manière si vous êtes dans l'aéro et que vous avez 1000 références sur lesquelles vous faites 4 pièces par mois,
que dans l'automobile, vous allez avoir 40 références où vous faites 10 000 pièces par mois. Donc, en fait, vous allez adapter la méthodologie à chacun des environnements. Et aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qui ont mis en œuvre le modèle demand-driven au sens large, des DMRP et ses évolutions qui combinent notamment des techniques de la théorie des contraintes, on va avoir à la fois des gens comme Michelin, comme le groupe Pierre Fabre en dermocosmétique, où là on va être sur du gros volume, relativement faible diversité, comme des acteurs de l'aéro, où on va avoir énormément de références avec de beaucoup plus faibles volumes. Stroman fait partie des entreprises où il y a à la fois des articles où il y a de la récurrence, mais aussi il y a beaucoup de long tail avec des pièces prothétiques, par exemple, où il va y avoir beaucoup de références et des volumes beaucoup plus faibles et des impacts plus importants de taille de lot. Donc, oui, la méthodologie, elle s'adapte. Après, il faut s'assurer qu'on conçoit un modèle qui est pertinent pour l'entreprise. C'est la même chose que de faire une VSM en ligne. Il faut faire une cartographie cible qui soit pertinente pour l'entreprise. Est-ce que ça répond à la question, David? Oui, merci. Merci parce que quand on fait des courtes introductions dans nos formations logistiques à l'approche des DMRP, voilà les questions qui nous arrivent. Alors en fait, la réponse du Demand Driven Institute à la question est-ce que mon entreprise est éligible? La réponse, on avait notamment une conférence la semaine dernière où Chad Smith, un des deux cofondateurs du Demand Driven Institute, s'est exprimé et il a eu cette question-là. Et il a répondu, ça dépend. Si votre entreprise n'a pas de variabilité, n'est pas confrontée à de la variabilité, et si votre délai cumulé pour fabriquer, approvisionner ou réaliser vos produits est inférieur au délai qu'attendent vos clients, là, vous n'avez pas besoin du modèle Demand Driven. Mais aucune entreprise n'est dans cet environnement-là. Donc on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et clairement, le modèle classique atteint ses limites aujourd'hui. C'est quelque chose qu'Eric n'a pas mentionné, mais je peux le dire venant de l'extérieur. Il y a un œil extérieur sur Stroman. Stroman, au départ, est une entreprise qui utilisait la méthodologie MRP très bien, avec une instance SAP globale, avec l'ensemble des sites dessus, bien structurée, etc. Donc, c'est pas un problème de mauvaise utilisation d'une logique. C'était vraiment, et Eric, je pense que tu ne me contrediras pas, c'était vraiment que la logique conventionnelle atteignait ses limites compte tenu de la complexité. Ouais, le niveau de complexité, en fait, il était humainement il était devenu à un niveau beaucoup trop complexe pour les gens, en fait. Les gens ne s'en sortaient plus et ils étaient dépassés parce que chaque jour, une nouvelle priorité arrivait pour le même article ou pour un article différent. Donc les gens étaient débordés parce qu'en fait, ils créaient des fichiers Excel pour garder des historiques et en fait, ça fonctionnait plus. Ça pouvait plus. Les gens, et on avait des gens qui étaient en limite en burn-out. Hein. Donc, et en 2020, heureusement, je dis bien heureusement qu'on a démarré cette démarche-là. Hein. Alors, je voudrais quand même corriger un truc que tu as dit tout à l'heure, Eric. C'est pas une religion, c'est pas une secte. C'est juste un truc pratico-pratique qui fonctionne. Religion de la simplicité, en fait, hein, parce que je dis encore, on a l'habitude de vouloir toujours gérer des choses compliquées. Et justement, c'est de revenir à des principes assez logiques et qu'on avait finalement oublié parce que le RP nous aide pas du tout à ça. Est-ce qu'on a des questions, David? Il n'y a pas eu de questions. Pas de questions. Ah oui, il y en a une qui arrive. Je ne sais pas si vous la voyez, donc je vais vous la lire. Merci pour ce partage.
est-ce que la mise à jour quotidienne de la situation des buffers ne génère pas un changement fréquent de priorité sur les ordres de fabrication? Alors, en fait, il y a effectivement une adaptation au jour le jour, c'est-à-dire que quand on a mis en place le modèle, on recalcule, en fait, on met en place une règle de recalcul de la consommation moyenne jour de référence, alors qu'il peut être de l'historique, de la prévision ou un mix des deux. Mais la règle de dimensionnement que l'on met en place, elle met en œuvre des moyennes sur des plages de temps. Donc, par exemple, alors je ne me souviens pas et je n'ai pas le souvenir actuellement du réglage exact des différents modes de calcul à Villeray et à Bâle, mais on fait par exemple un calcul de la moyenne de consommation des 12 dernières semaines avec la prévision des 8 prochaines semaines, par exemple. Je dis une bêtise. C'est-à-dire que, en fait, oui, on recalcule tous les jours, mais si on a bien modélisé notre formule de calcul, tous les jours, on va adapter un peu, mais pas beaucoup. Et du coup, on va éviter les marches d'escalier qui sont typiques. Par exemple, enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des modèles MRP avec des prévisions mensuelles. Vous attaquez la prévision du mois suivant, vous avez une marge d'escalier qui fait que d'un seul coup, on donne un coup relativement important dans un sens et dans un autre. Là, on est vraiment sur une adaptation en continu, certes, un recalcul en continu, certes, mais amorti au travers de principes de calcul de moyenne glissante sur X semaines. Est-ce que ça répond à la question, Aurélien? Bonjour, oui, merci pour la réponse. Ça se faisait plutôt référence en fait au fait de l'exemple qui a été cité, que les ordres de fabrication répondent à des niveaux de criticité différents. Alors, j'ai plus en tête d'exécution. C'est une question de granularité en fait. C'est-à-dire que nos tailles de lot par exemple vont être à 1000 et on va avoir notre buffer qui va s'ajuster à hauteur de 10 ou 20 parce que comme ça se recalcule en permanence, la différence se fait très légère. Donc partant de là, en fait, on reste rattaché aux mêmes choses. Donc, ça arrive effectivement que d'un jour à l'autre, un OF change de priorité, mais ça ne fait jamais de grands effets de coup de fouet. Là où ça peut créer des coups de fouet, c'est si vous faites des grosses variations de lead time, par exemple. Parce que là, ça a un impact énorme sur le buffer. Mais tant que vous avez des lead times qui sont plus ou moins figés, donc qui sont calculés sur la base des gammes, et non pas, par exemple, sur la base d'un historique, à ce moment-là, vous avez une régularité. Et effectivement, c'est bien 12 semaines avant, 12 semaines après. Donc, la moyenne journalière, elle ne va pas bouger énormément, en tout cas pas de façon brutale. Et du coup, ça ne fait pas de cet effet-là. Ça aurait pu, mais ça ne le fait pas. En tout cas, pas chez nous. D'accord, merci. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose sur lequel Eric n'a pas nécessairement beaucoup insisté, mais il y avait quand même un contexte qui était finalement deux équipes. Il y a une équipe manufacturing à Villeray et une équipe supply chain globale centrée distribution, mais qui a la responsabilité du stock central à Bâle. Et en fait, un des gros changements qui a eu lieu au fil des mois, et vraiment en tant qu'intervenant extérieur, on a pu le vivre et le ressentir, c'est qu'au départ, on ne peut pas dire que les deux équipes avaient réellement confiance l'une dans l'autre et étaient bien alignées sur les jeux de priorité, tandis qu'aujourd'hui, il y a plus de disputes là-dessus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Eric, et sur le fait qu'il y a eu vraiment un progrès sur l'alignement de ces équipes-là. Ce qui a facilité, en fait, ou ce qui a forcé, je vais dire, c'est simplement qu'on est monté aussi en responsabilité parce qu'en fait, c'est nous qui sommes responsables maintenant du réapprovisionnement des stocks de balles. Exactement. Et quand on a démarré le projet, qu'on a mis ça avec une matrice rôle-responsabilité, ça a bien fait sourire nos collègues du siège en disant bah, les gars, il va falloir vous préparer à monter en compétence pour pouvoir faire ça parce que c'est vous qui allez faire une partie de notre job. Et la réalité, c'est que c'est ce qui a été fait.
Et aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. Et aujourd'hui, finalement, l'équipe de Bâle demande à d'autres usines de faire la même chose. Donc, c'est plutôt... C'est-à-dire qu'on est passé dans une logique type VMI, ce qui donne aussi un peu plus de latitude à l'usine de mieux gérer ses priorités par rapport à des contraintes de capacité. Une autre question, Bernard, qui vient d'arriver. Est-ce que les plages historiques peuvent être différenciées par référence vendue? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que les plages historiques peuvent être différenciées par référence vendue? Alors, il y a des moyens de le faire. C'est pas le modèle par défaut. Alors, en général, dans le modèle par défaut que l'on déploie, on calcule une consommation moyenne jour historique sur une base de X semaines. Si on dispose de prévisions, une prévision moyenne jour sur une base de X semaines, et ensuite au niveau article, on va définir que tel article, je le calcule sur historique, je le calcule sur prévision, je le calcule sur un 50-50 entre historique et prévision. Il y a des cas de figure où on souhaite effectivement différencier des horizons. Dans ce cas-là, il y a des moyens de le faire, mais c'est pas le modèle par défaut. Et il faut aussi faire attention à pas surcomplexifier le modèle. C'est-à-dire que, alors, un des principes qui sous-tend aussi la méthodologie, c'est roughly right is better than precisely wrong. Donc, il vaut mieux avoir un modèle à peu près correct et qui fonctionne pas mal qu'un modèle qu'on pense précis, mais qui finalement ne se comporte pas de la manière attendue. Donc, on essaye aussi de faire en sorte que le modèle reste simple, reste compréhensible, que les planificateurs, quand ils voient comment évolue un buffer, comprennent pourquoi, comment sont dimensionnées les zones, de manière à ce qu'ils puissent avoir des leviers sur l'amélioration continue. Un petit complément malgré tout. Juste, on a des cas avec les articles qui viennent tout juste de démarrer, qui n'ont pas encore d'historique ou très peu, et sur lesquels on s'attend à avoir de très très fortes progressions. Dans ces cas-là, nous, on les positionne en forecast uniquement pendant un certain temps, parce que ça nous permet d'avoir moins besoin de jouer sur les facteurs d'ajustement qui sont un petit peu plus difficiles à maîtriser quand on débute. Voilà. Et c'est vraiment pour les démarrages de produits. Sinon, le reste du temps, c'est toujours 12 semaines avant, 12 après, mais pas que pour les références vendues, également pour tous les sous-niveaux. Merci Julien pour cet éclairage. D'autres questions? Alors, si vous n'utilisez pas le chat, hein, une nouvelle question. Voilà. Comment gère-t-on les fins de vie? De la même façon que le début de vie. Vous passez en mode forecast uniquement, et du coup, vous n'avez plus la contrainte de l'historique. Alors, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi passer les articles en non bufferisé à partir d'un moment, si on va les passer en gestion à la commande. Et puis, vous avez aussi, mais je crois qu'on n'a pas fait encore la montée de version pour vous, Julien. Il y a aussi une option de transition article, donc de article A remplacé par article B avec des... Okay. On n'a pas encore, à ma connaissance. D'accord, merci pour les réponses données qui sont claires et précises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. On a tenu le temps imparti, a priori. Oui, on a encore 5 minutes. Moi j'ai une question parce que comme on développe les compétences logistiques, là, quelque part, on parle du métier de planificateur, mais dans pas mal de nos formations, ordonnanceurs et ainsi de suite, on parle de cet effet coup de fouet. C'était la question à Eric, parce que quelque part, et à Julien, hein, les rôles et responsabilités ont sans doute évolué, tu en as parlé tout à l'heure. Jusqu'à quel niveau, je vais partir de top-down, hein, jusqu'à quel niveau aujourd'hui il y a des modifications? Tu as parlé de visuel, on sait bien que le DDMRP s'appuie beaucoup sur du visuel, du management visuel.
Est-ce qu'il y a eu des modifications dans les rôles et responsabilités autour de cet outil? Vers qui? Est-ce que c'est l'ordonnancement, le management de production? Quels sont les impacts positifs ou négatifs dans le management de cette information? Alors, je vais être high level, et puis après, je vais laisser l'expert en parler. Mais en fait, on est en train de tout refondre. Donc, il n'y a plus personne qui aura les mêmes responsabilités, que ce soit l'ordo, la planif, et puis les responsables de prod, qui faisaient finalement une partie de l'ordo sur le terrain au niveau du pilotage des machines. Donc, tout ça, ça, il faut l'accepter. Il faut laisser le temps à chacun de trouver son positionnement par rapport à l'outil et à la démarche, la compréhension de tout ça, pour arriver à refondre l'ensemble des job descriptions pour que chacun puisse commencer à imaginer un petit peu. Et ça se fait dans la société sœur qu'on a. Ils ont fait ça sur 3 années, tout simplement pour accompagner. Et ça dépend de la culture finalement et de la complexité de l'organisation en place. Mais ça demande certainement du temps pour qu'on puisse monter en maturité justement sur le pilotage des facteurs d'ajustement, sur les buffers, etc. etc. Et il y a finalement la question qui a à se poser, finalement, est-ce qu'on a les bonnes compétences et les bonnes personnes à terme pour pouvoir véritablement piloter ce type de démarche? Au départ, on fait avec les personnes, on les développe, puis après, on en arrive à se dire, finalement, peut-être qu'on n'a peut-être pas les profils qu'il faudra pour demain. Hein. Mais ça, c'est une réalité. En fait, pour faire très simple, chez Straumann, il y avait une équipe d'une 15aine de personnes qui faisait toute la logistique interne de production. Et chacune de ces personnes était des gestionnaires. Quand j'entends gestionnaire, ils étaient à la fois gestionnaires de stock, ordonnanceurs, planificateurs, gestionnaires de la relation client. Enfin, ils faisaient tous un peu tout pour un portefeuille déterminé. Donc l'avantage, c'est que c'est très robuste. Hein, c'est-à-dire que même si la moitié de l'équilibre n'est pas là, on arrive toujours à faire tourner la boutique. Par contre, quand on commence à attaquer sur des sujets qui sont un peu plus techniques, un peu plus complexes, et sur une supply qui commence à devenir assez riche, on atteint les limites de ce modèle-là. Donc, ce qu'on a commencé à faire maintenant, c'est de définir vraiment des spécialistes pour la partie R+, où on va avoir environ 2-3 personnes qui vont être des spécialistes de la partie planification sur R+, et qui vont nous permettre aussi de développer le processus SNOP qui est en cours. Ensuite, on va avoir 2-3 personnes qui vont être vraiment des spécialistes de l'ordonnancement, qui vont travailler avec une connaissance très approfondie des machines et des produits pour avoir vraiment cette capacité à faire l'équation industrielle, enfin le compromis industriel. Et ensuite, on aura les gestionnaires vraiment de pilotage de flux pur et dur. Et donc, ça, clairement, vous avez besoin de gens, peut-être 2, peut-être 3, ça dépend peut-être de votre entreprise, mais des gens qui soient vraiment capables de comprendre l'impact d'un facteur d'ajustement, qui soient capables de dire cette pièce-là, je veux la passer en non bufferisé, bufferisé. Là, je dois demander un découplage parce que c'est nécessaire, mon temps de passage est devenu trop long, mon temps de passage au niveau cumulé est devenu trop long. Ce genre de choses, il faut des personnes qui soient capables d'avoir le recul sur la supply pour comprendre les impacts de ce genre d'action. Donc oui, ça nécessite un petit peu quand même de connaissances techniques. L'exécution est très intuitive, mais il faut quand même au moins 1 ou 2 personnes qui soient capables de comprendre ces effets d'architecture, disons. Tout à fait d'accord avec ça, Julien. Et en fait, c'est ce qu'on constate chez nos différents clients, c'est qu'on a quelques personnes qui vont prendre un rôle de modélisateur quelque part, ou qui vont comprendre le modèle et le faire évoluer, et d'autres qui vont être davantage dans l'action. Ce que je voulais juste peut-être rajouter, c'est qu'au fil des années, moi je me souviens je pense que le diag que l'on avait fait initialement, c'était fin 2018. Eric et les gens qu'on avait rencontrés à l'équipe, à l'époque dans l'équipe de planification, il y en avait beaucoup effectivement qui étaient en limite de rupture. Je me souviens qu'il y avait certaines personnes qui avaient quasiment les larmes aux yeux et qui étaient éreintées, quoi, clairement, dans leur mode de fonctionnement. Et on les a vus se développer parce qu'ils ont participé à la construction du modèle, finalement, au fil du projet. On les a vus se développer, monter en compétences. Et donc, c'est aussi très gratifiant de ce point de vue-là de voir que les équipes ont progressé au fil du projet. Ce qui était important dans cet apprentissage-là, c'est qu'on n'a jamais blâmé les gens parce qu'il y a eu des erreurs sur l'affectation d'un buffer ou autre. Hein. C'est juste normal. Hein. Et là, il y a un gros effet de culture du changement derrière. Hein. On a débuté avec 2 minutes de retard. Si vous permettez, on va prendre encore 2-3 minutes. Il y a 2 questions qui viennent de s'enchaîner.
Je laisse la parole à Tonino et après, Alors, comment on fait avec le SNOP en 3 mots? Voilà. Alors, c'est très simple. Non, alors c'est pas le plus simple, mais la logique, en fait, c'est de dire, avant des DMRP, quand vous faisiez du flux tiré sur du court terme, souvent le moyen terme, vous le faisiez sur le MRP. Mais ça veut dire que vous avez des boucles Kanban dimensionnées sur le court terme et ensuite vous avez moyen-long terme du MRP conventionnel. Et à l'intersection entre les deux horizons, vous avez un hiatus parce que le MRP calé sur des stocks de sécurité ne fonctionne pas du tout pareil que les boucles Kanban. Donc vous avez soit un trou, soit une bulle et de toute manière un disconnect entre le court terme et le moyen terme. Dans la logique des DMRP, on va projeter sur le moyen et long terme en simulant le comportement des buffers que l'on a déterminés pour le moyen terme. Et on va travailler par exception, c'est-à-dire qu'on va simuler les scénarios de demande. On va voir comment se comportent les buffers en fonction des règles de dimensionnement que l'on a établies, historique, prévision, mix des deux, etc. Et on va se rendre compte que certains articles vont peut-être passer un peu trop bas après la fermeture d'été ou des choses comme ça, et donc vont être à risque. Et on va déterminer des facteurs d'ajustement de manière à augmenter, par exemple, la zone jaune graduellement pour réaliser des prises d'avance avant les périodes utiles. Donc ça, j'ai pris un peu plus de 3 mots. C'est juste pour donner envie d'en savoir plus. Dernière question. Il y avait une dernière question. Oui. Pour une nouvelle société qui se crée, qui a de fait des prévisions fausses et qui n'a donc pas encore de data pour la phase 3, ajustement dynamique, est-ce pertinent d'aller sur une approche des DMRP dès le début? Alors, quelle que soit l'approche MRP ou DDMRP, de toute manière, il va falloir démarrer par quelque chose. Il va falloir prendre des hypothèses de demande, donc des hypothèses qui vont permettre de modéliser votre processus de réapprovisionnement et le pilotage de l'entreprise en fonction des commandes que vous allez recevoir et qui vont permettre de progresser dans le temps. Donc, oui, c'est possible, bien sûr, de démarrer directement en DDMRP. C'est plus simple en général que de démarrer dans un modèle MRP. Et après, c'est un peu la remarque que je faisais au départ, c'est-à-dire il faut adapter à la réalité de chacune des entreprises. Là, Danielo, il faudrait en savoir un peu plus sur le contexte pour pouvoir se prononcer sur tiens, ben, prenez donc le sujet de telle ou telle manière. Merci Bernard. Merci Danielo pour votre dernière question. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à reprendre contact directement avec Bernard.